J'ai décidé en fait de me concentrer davantage sur ce que ça voulait dire aller vers les jeunes et surtout comment. En fait, avec comme point de départ de ma réflexion une difficulté réelle et entendue fréquemment dans mes différents travaux de recherche, une difficulté réelle donc pour les organisations de rejoindre les jeunes et certains jeunes, et pour certains jeunes d'accéder aux organisations, aux ressources, aux services. Donc il y a un réel enjeu effectivement d'utilisation des services qu'on peut parfois mesurer par un taux de fréquentation, mais qu'on peut surtout comprendre selon des conditions d'accès des jeunes qui reposent donc sur leurs expériences avec les organisations, avec les services, et parfois des expériences de longue date, pour certains jeunes même à un jeune âge. Et donc cette expérience pose la question des possibilités d'accès, entre autres en fonction des conditions de vie de ces jeunes, la disponibilité des services et donc aussi des interactions de ces jeunes dans les services. Alors il y a des enjeux assez connus dans la littérature et documentés que sont la question de la mobilité des jeunes, particulièrement quand on sort de Montréal, mais aussi de règlements, d'horaires, d'existence de services spécialisés, d'approches d'intervention, de représentation aussi de ces organisations ou de ces services avec des expériences de stigmatisation ou de discrimination. On parle aussi, je vais essayer de ne pas trop crier dans le micro, on parle aussi parfois dans les écrits d'une logique d'urgence d'utilisation des services. Et je pense aux travaux d'un de mes collègues, Philippe Benoît-Côté, qui s'est intéressé à l'utilisation des services en santé sexuelle des jeunes de la rue. Mais on peut penser aussi aux stratégies de survie déployées par les jeunes, qu'on peut appeler de la débrouillardise, et qui créent en fait une invisibilité aussi de certaines situations de difficulté. Et on peut le retrouver documenté, mais certainement pas assez, à travers les phénomènes de non-recours aux services ou même aux droits sociaux. À ce que dans la bouche des intervenants, on entend souvent, et des jeunes, parler des trous de service, de la discontinuité, du phénomène des portes tournantes, mais aussi des doublons parfois dans l'intervention. Et finalement, le point de départ de ma réflexion, à travers tout ce que je viens de dire, c'est la question de ce que Mircea Vultur a appelé la désaffiliation institutionnelle des jeunes, avec des trajectoires où on assiste à des points tournants négatifs liés à ces barrières dans l'utilisation des services, et avec comme notion importante aussi la question de la méfiance, voire de la défiance des jeunes à l'égard des institutions ou des organisations, si vous voulez, pour reprendre le terme. Donc, c'est un petit peu le point de départ de cette réflexion, et pourquoi je voulais plutôt me concentrer sur la question, vous allez comprendre, d'aller vers les jeunes avec des exemples tirés de différents projets que j'ai eu l'occasion d'approcher, d'étudier dans le cadre de différents travaux. Voilà. Donc, aller vers les jeunes, est-ce que... Donc, c'est un petit peu le point de départ de cette réflexion, et pourquoi je voulais plutôt me concentrer sur la question, vous allez comprendre, d'aller vers les jeunes avec des exemples tirés de différents projets que j'ai eu l'occasion d'approcher, d'étudier dans le cadre de différents travaux. Voilà. Donc, aller vers les jeunes, est-ce que... effectivement, on peut parler du principe de vouloir sortir de nos organisations. Annie a présenté différents spectres pour situer les différents types d'interventions. On peut penser évidemment à l'outreach. Je crois savoir que c'est quelque chose qui a été abordé dans le cadre du colloque.
Et on peut penser au travail de rue également, mais face aux enjeux que je viens de brièvement poser, je voulais aborder aussi ce qu'on appelle l'intervention par les pairs, qui semble être, dans une certaine mesure, une approche adaptée à la situation que je viens d'exposer. Et puis là, je vais vous parler plus précisément du groupe d'intervention alternative par les pairs. Je ne sais pas si c'est quelque chose... Oui, je vois des oui, super. Donc, l'intervention par les pairs du groupe d'intervention alternative par les pairs, je me répète, ça repose sur l'expérience de vie de rue, en fait, d'un jeune qui a pris assez de recul sur son expérience, notamment par rapport à sa consommation, et qui est, dans le cadre de ce projet, invité à déployer des outils originaux de prévention de la santé globale des jeunes. Et en fait, les pairs sont associés, comme vous pouvez le voir dans le schéma, à des organismes à la fois communautaires ou institutionnels. Il y a la clinique des jeunes de la rue du C3S Jeanne-Mance. Et donc, ils sont implantés, ces organismes, dans le milieu de l'intervention auprès des jeunes de la rue, en l'occurrence dans le centre-ville de Montréal. Et on parle d'action autour de la santé globale parce que la question, c'est le souci de soi, de son corps, plus que des comportements à risque. Et donc, c'est une autre manière de penser la prévention à travers une influence positive du père qui se positionne comme un modèle à travers son comportement, ses attitudes. Et il va déployer, on aura l'occasion éventuellement dans la discussion de rentrer dans ces détails, mais à la fois une intervention individuelle et de groupe dans le sens d'une approche alternative, c'est-à-dire qu'on va chercher continuellement à rejoindre les jeunes là où une intervention plus traditionnelle, plus classique peine à le faire. Et à travers ce qu'Annie a pu aussi évoquer, et Eduardo d'une certaine manière, la proximité et la crédibilité du message et du messager, avec suffisamment de rapprochement en termes d'expérience, de partage parfois de l'intimité, mais de recul et de distance. Ce qu'on observe aussi, parce qu'il y a une forme de projet partenarial, c'est que la circulation des pairs, la visibilité des pairs aidants dans les organismes et le jumelage avec un intervenant, c'est comme ça que s'opèrent les interventions, donne aussi la possibilité finalement aux intervenants de s'enrichir de cette approche. Et donc évidemment, ça donne un rôle d'intervention au père aidant qui est soutenu par des formations, qui est jumelé à un travailleur, un intervenant, pardon, et une coordination clinique. Et ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, ça a des effets aussi sur le père aidant en termes de cheminement, de construction, de reconnaissance à travers une activité salariée rémunérée de sa vie de rue. Et en même temps, les pères aidants ne pallient pas l'ensemble des difficultés à rejoindre les jeunes. Il y a parfois, Eduardo a évoqué un petit peu la difficulté qu'il peut y avoir dans les organismes. Il peut y avoir des difficultés à faire une place aux pères aidants dans les organismes. Ils n'ont pas tous la même place dans les différents organismes partenaires. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a un besoin d'accompagnement. C'est un projet, j'ai oublié de le dire, qui existe depuis la fin des années 90. Il y a un besoin, malgré ça, parfois d'accompagnement des intervenants à travailler avec un père aidant. Il y a des difficultés pour rejoindre les jeunes parce que la problématique des jeunes de la rue évolue rapidement. Il y a des nouveaux visages de l'itinérance. Il y a nécessité de sortir du centre-ville de Montréal, entre autres. Et on l'a évoqué, enfin Annie et Eduardo l'ont déjà évoqué, si la pratique est reconnue, la démonstration de sa portée peut rester difficile. Et il y a des difficultés de financement, évidemment, je ne vous apprends rien, qui se posent pour ce type d'approche. Mon deuxième élément de réflexion, quand je pense à aller vers les jeunes, je me dis que c'est aussi, dans une certaine mesure, sortir d'habitudes d'intervention. Et là, je vais amener un exemple où on situe davantage l'approche autour de la collaboration entre des organismes.
pour développer en fait une intervention individuelle dans l'exemple que je vais vous présenter à partir d'une diversité d'approches. Et là, je fais référence au service d'aide aux jeunes de Laval, qui est un exemple de ce travail en collaboration d'organismes pour répondre au phénomène des gangs de rue. Et donc c'est un travail qui a d'ailleurs été réalisé avec Eduardo, mais d'autres personnes comme Isabelle Morissette qui est dans la salle. Bon. Donc rapidement, ce projet, c'est un regroupement de ressources communautaires et institutionnelles en intervention jeunesse, donc pour prévenir le phénomène des gangs de rue. Et ce projet, il a émergé à partir de 2008, où à Laval, on a fait le constat d'une recrudescence de ce phénomène selon les acteurs. Et donc une table de concertation s'est mise en place et a rapidement fait le constat que les mesures répressives, en fait, devaient être jumelées à d'autres types d'actions de prévention. Et au fil des ans, je vais un petit peu vite, à travers une recherche de financement qui a été obtenue par le Centre national de la prévention de la criminalité du Canada, un projet d'approche collaborative a pu émerger pour expérimenter en fait une approche et en l'occurrence qui est basée sur la GRP, Gang Reduction Prevention, excusez mon accent un petit peu bizarre en anglais, mais qui est en fait une mobilisation coordonnée et préventive des ressources dans la communauté pour développer donc une intervention individuelle auprès des jeunes. Et donc c'est sur cette base que s'est fondé ce travail en concertation d'organisation à différents niveaux de gouvernance, à la fois décisionnelle, avec un comité de direction qui permet aux directeurs de ces organisations en concertation de se regrouper et de réfléchir aux stratégies d'intervention, mais surtout des comités cliniques. Et je dis des comités cliniques parce que dans ce projet, les comités cliniques sont différents à chaque fois selon chaque jeune pour regrouper dans ce comité clinique les acteurs en réponse à leurs besoins. Et on travaille avec le jeune pour former ce comité d'ailleurs. On fonctionne aussi sur la base d'intervenants pivots que sont en fait des travailleurs de rue et des travailleurs de milieu qui interviennent donc dans le ciblage et dans le référencement des jeunes et par la suite dans le suivi de l'intervention. Donc, et un rôle central, évidemment, d'une coordination pour l'évaluation des demandes, mais aussi le déploiement des outils cliniques en collaboration. Donc, c'est une approche collaborative qui regroupe différents acteurs d'horizons différents. On parle de travail de rue, de ressources en hébergement, mais aussi de centres jeunesse, de commissions scolaires, de la ville notamment. Ce qu'on observe, en fait, quand on s'intéresse à ces pratiques, c'est que ça permet de décloisonner l'intervention. Et un des éléments qui est ressorti assez rapidement du projet de recherche-action, en l'occurrence, c'était de pouvoir éviter les doublons. C'est-à-dire souvent, on remarquait qu'il y avait énormément d'intervenants autour des jeunes et que ça permettait de recentrer un petit peu l'intervention en ce sens. Et finalement aussi d'éviter l'isolement des intervenants et fondamentalement de pouvoir s'adapter à la réalité, à la demande du jeune. Et ce qu'on a pu observer aussi en travaillant avec les intervenants à la réflexion sur le projet, c'était que ça permettait de développer finalement un réseau d'entraide à la fois pour le jeune en termes de filet social autour de lui, d'une chaîne d'organisation qui travaille dans cette approche collaborative, mais aussi pour les intervenants en termes de communauté de pratique qui avaient pu se développer dans le sens de la prévention des gangs de rue au départ, et où on a pu s'adapter aussi à la réalité de la communauté, c'est-à-dire évoluer, en l'occurrence, d'une prévention des gangs de rue à une prévention de la criminalité d'une façon beaucoup plus large et dans un spectre d'intervention beaucoup plus large. Les limites dans ce type de projet, c'est la question du temps. Pour coordonner ce travail en collaboration, le ciblage, la référence, la fréquence des rencontres,
etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça repose aussi sur, et ça peut être fragile, un rapport de confiance en fait entre les directions des organismes, mais aussi surtout des intervenants dans le partage des outils cliniques et de l'intervention. Et j'ajoute encore une fois la question du financement, ça a été un enjeu. Le but de la recherche-action étant de pouvoir penser à la pérennité du projet. Pour finir toujours dans ma réflexion, comme je vous l'ai annoncé au départ, sur ce qu'on pouvait entendre par le fait d'aller vers les jeunes, m'apparaît important d'aborder ici la question de repenser nos approches, mais en termes de pouvoir mieux rejoindre les jeunes dans les organisations. Et en fait, évidemment que l'outreach est essentiel pour rejoindre les jeunes, et on en a vu des exemples, mais je crois qu'il ne faudrait pas négliger l'intervention dans les organisations, ou ce qu'on pourrait appeler l'in-reach, de jeunes qui sont là, mais qui peinent à rejoindre et à participer en fait aux différentes modalités d'intervention, qui utilisent peu les services, les programmes ou éventuellement les espaces de participation. Et je crois que ça passe à la fois par la valorisation et des temps parfois plus informels. Et on a déjà pu l'évoquer à travers les deux présentations précédentes, mais aussi par la continuité de l'intervention. Et là, je pense par exemple à des pratiques de post-hébergement développées par notamment les auberges du cœur. Donc de penser les choses en termes de processus finalement d'affiliation, de transition entre les projets et les organisations. Un petit détour sur des analyses en fait avec Isabelle Lacroix qui est là sur l'engagement des jeunes en centre jeunesse et Isabelle Morissette sur la participation citoyenne en maison de jeunes. Et pour ce qui me concerne, l'engagement des jeunes, disons des jeunes de la rue dans des organismes communautaires. Donc ces réflexions sur ces processus d'engagement, si je puis dire, nous ont montré que les moments, les temps de discussion, les interstices d'intervention, les échanges entre jeunes et avec les intervenants pouvaient renforcer en fait la participation des jeunes, puisqu'on a pu observer en s'intéressant aux propos des jeunes et à ce qu'ils vivent et à comment ils reçoivent finalement cette intervention qu'on peut situer davantage dans les milieux de vie. C'est une transmission, il faut que j'aille plus vite, transmission progressive des savoirs, des savoir-faire. Et en fait, je vais aller rapidement, mais on a déterminé en fait ici qu'il s'agissait d'une fonction de réparation du lien avec les institutions et les adultes à travers cette culture participative au sein des milieux de vie. Et on pourrait faire référence à la multiplication des liens faibles dont Eduardo a parlé en termes de développement d'un sentiment d'appartenance, des liens signifiants entre les jeunes avec les intervenants, etc. Donc évidemment, il ne s'agit pas, je tiens quand même à le préciser, de présenter une vision sans nuance quand je parle de la reconstruction ou de la réparation, pardon, je me suis trompée, des liens avec les institutions. Il y a des conditions essentielles à ce que j'appelle la reconstruction d'un filet social. Et je vais aller vite, mais je pense ici au triangle de la référence, qui n'est pas de moi, qui est de chercheurs qui sont intéressés aux travailleurs de rue, donc qui repose à la fois sur ce développement d'une relation de confiance avec les jeunes, et là je fais référence à cette réparation du lien, mais aussi sur des expériences de collaboration entre intervenants qui sont basées sur la confiance, donc je l'ai évoqué, entre des directions ou des intervenants. L'enjeu, c'est aussi la circulation des jeunes dans les organisations, et je reviens à mon propos introductif en termes de simplification du système pour abattre les barrières, et finalement, sans doute en termes de ce qu'on peut appeler, en France en l'occurrence, l'accueil bas seuil d'exigence, c'est-à-dire éventuellement ancré dans la demande, si je fais référence à ce que
Annie a pu développer. Et on pourra en discuter, évidemment, les approches collectives, parce qu'on réfléchit sans cesse en termes d'intervention individuelle, en termes d'activation des jeunes, et évidemment la question de la participation des jeunes en termes de démocratisation des organisations West Stop, mais aussi en termes de pouvoir réel de décision dans les organisations. Je me tais. Merci.